Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique et du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler legal design, clause de mobilité et protection des entrepreneurs et de leurs familles. On commence tout de suite cette émission Lex Inside avec Sophie Lapizardi, fondatrice de Lapizardi avocat et autrice de l'ouvrage 52 règles sur le legal design qu'on retrouve sur le site lexclair.fr. Sophie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi écrire un ouvrage sur le legal design? Alors l'origine, c'est d'abord la méthode que j'ai conçue au sein de mon cabinet, Lapizardi avocat. Donc, dès 2015, je me suis posé la question de savoir comment on allait pouvoir communiquer l'information juridique de manière plus claire, plus impactante, plus accessible, plus engageante sur tout ce que je faisais au cabinet. Ça va du mail aux écrits contentieux, aux consultations, aux contrats. Et donc, j'ai conçu une méthode. À l'époque, en 2015, le legal design n'était pas arrivé même en France. Donc, je me suis formée à plein de techniques sur la visualisation de l'information, sur le design thinking, sur les sciences cognitives, sur le langage clair. Et puis, j'avais créé ce que j'appelais un process au cabinet. Et en 2020, à la demande de mes clients qui m'ont dit « mais en fait, on voit comment vous communiquez, on se forme où pour faire comme vous ?» J'ai créé LexClair à côté du cabinet. Donc LexClair est une société qui forme les professionnels du droit au legal design, qui les aide à mettre en œuvre le legal design au quotidien. Et nous, on a une mission chez LexClair, c'est de rendre les professionnels du droit autonomes pour qu'ils puissent pratiquer le legal design au quotidien. Alors, pour bien comprendre, qu'est-ce que le legal design? Le legal design, merci de cette question parce que aujourd'hui, c'est un peu dévoyé. On a l'impression que le legal design, ce n'est que du visuel. Ce serait des pictos et des couleurs et ça arrangerait le tout et ça ferait l'affaire. Pas du tout. Le legal design, c'est un mode de pensée qui est centré sur l'utilisateur et qui va nous permettre de créer de l'innovation dans tout ce que l'on fait. Que ce soit dans la manière dont on écrit, dont on présente, mais aussi dans les outils et les services qu'on va proposer à nos clients, peu importe qu'on soit juriste, avocat, praticien, les professionnels du droit au sens large. Et chez LexClair, on a formé plus de 1400 personnes à la méthode LexClair de legal design. Et avec Fabrice Moléon, avec qui j'ai conçu et j'anime ces ateliers LexClair, quand on a vu l'engouement avec la méthode et la mise en œuvre au sein des directions juridiques notamment, on s'est dit qu'on avait envie avec cet ouvrage de communiquer, de diffuser nos astuces, quelques astuces en fait qu'on a lors des ateliers au plus grand nombre, d'ouvrir sur ce qu'était justement le legal design et ce qu'on pouvait faire avec le legal design. Alors justement, vous formez les professionnels du droit au legal design, mais pourquoi entamer une démarche de legal design? Alors, s'il y avait une raison, c'est qu'on vit dans un monde de l'économie de l'attention. Aujourd'hui, le temps de notre interlocuteur, son attention, c'est son bien le plus précieux. Donc, il faut trouver des moyens pour communiquer de manière impactante. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le cadre des ateliers LexClair, apprendre comment communiquer de manière impactante. Et alors, on pourrait se dire, après tout, c'est avec des non-juristes, parce qu'entre juristes, ça va. Non, parce qu'en 2017, par exemple, donc il y a 6 ans, j'ai posé la question aux magistrats de ce qu'ils attendaient des avocats dans les écrits contentieux. Bon, sans surprise, de la concision, bien sûr, mais à 94%. Et c'était il y a 6 ans. Donc, pour vous dire à quel point, voilà, la première raison, c'est qu'on vit dans un monde de l'économie de l'attention. Et ensuite, pourquoi? Pour quels objectifs? En fait, le premier objectif qui m'anime, c'est de valoriser la fonction juridique. Le problème, c'est que sur les bancs de la fac, d'ailleurs, notre livre s'appelle 52 règles de legal design qu'on aurait bien aimé apprendre sur les bancs de la fac. À la fac, on nous apprend à parler entre experts. Or, dans la vraie vie, c'est pas ce qui se passe. On arrive sur le terrain et là, il faut communiquer de l'information complexe du droit à des non-juristes. Or, le problème, c'est que parler, écrire, c'est pas toujours communiquer. Et c'est justement ce qu'on apprend. Donc, première chose, c'est ça. Deuxième chose, c'est de gagner en efficacité. Et si on n'était pas obligé de répéter plusieurs fois pour que notre interlocuteur comprenne? De gagner en engagement. Et si notre interlocuteur avait envie de nous lire. Et si on avait envie de lire du droit, oui, c'est possible, oui, tout à fait. Et puis de gagner en influence. Et ça, c'est vraiment la finalité. C'est de se dire que les directions juridiques peuvent gagner en influence. Par exemple, c'est notre règle numéro 11 dans le livre, c'est de dire que le succès, c'est avant tout affaire de perception.
Et comment on va pouvoir, et là c'est ce qu'on voit avec les directions juridiques qu'on forme, après s'être formées au legal design, en fait elles communiquent en interne, pas seulement sur le droit, oui, elles communiquent mieux sur le droit de manière plus claire, mais aussi sur ce qu'elles font. Elles se valorisent mieux au sein de leur organisme, au sein de leur société ou leur organisme public. Et c'est la même chose pour les cabinets d'avocats qui se démarquent, qui arrivent à mieux se démarquer et à mieux communiquer leur valeur ajoutée. Alors, si je reprends vos mots, si je suis une direction juridique et je veux gagner en efficacité, en influence, comment je fais ? Eh ben, concrètement, alors d'abord, la première chose, c'est qu'il faut se dire que vous êtes la bonne personne. Si on est expert dans son domaine, si on est professionnel du droit, on est la bonne personne pour pratiquer le legal design. Parce qu'on nous dit souvent, en fait, c'est un ensemble de techniques, le legal design. Oui, mais ce sont les experts qui peuvent pratiquer. Parce que dans la vraie vie, et c'est ce qu'on a fait avec l'Exclair, on n'a pas un graphiste ou un designer sous la main. Donc, en fait, on a créé une méthode qui va vous permettre de pratiquer sur tout ce que vous faites au quotidien. Donc, n'importe qui peut faire du legal design. Exactement. Il faut 2 choses pour ça. Une fois qu'on se dit qu'on est la bonne personne, il faut d'abord une ouverture d'esprit. Parce que, oui, ça challenge, c'est du management du changement, c'est une autre manière de pratiquer le droit. Donc, c'est enthousiasmant au possible, mais il faut avoir cette ouverture d'esprit de se dire, OK, je vais changer un peu mon mode de pensée, je vais faire un pas de côté et je vais regarder comment je pratique le droit et je verrai que je peux le pratiquer différemment et que ça va m'ouvrir des horizons. C'est juste d'une puissance incroyable. C'est la première chose, l'envie. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une méthode, une bonne méthode et des bons outils. Et c'est vraiment ce qu'on propose chez l'Exclair, 5 étapes avec une méthode très structurée et des outils qu'on va pouvoir utiliser au quotidien sur tout ce que l'on fait. Et c'est le message aussi qu'on voulait faire passer avec ce livre 50 règles de legal design sous un format un peu humoriste et avec des astuces. Avec plein d'exemples pratiques. Voilà, tout à fait. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir, merci Arnaud. On poursuit Lex Inside et je suis en compagnie d'Olivier Piqueret, associé chez Allen Overy, avec qui on va parler de la clause de mobilité. Olivier, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est une clause de mobilité ? Bien sûr, une clause de mobilité, en fait, c'est une stipulation contractuelle par laquelle le salarié s'engage à accepter par avance une modification de son lieu de travail, par exemple en allant dans un autre site, un autre établissement, une autre agence de l'entreprise. Donc c'est un petit peu ça le principe de la clause de mobilité. C'est un changement des conditions de travail que l'employeur peut imposer dans le cadre de son pouvoir de direction. Donc ça veut dire que, sauf exception, le salarié ne peut pas s'opposer à la mise en œuvre de la clause. Maintenant, je pense qu'il est également important de dire ce qu'une clause de mobilité n'est pas. Par exemple, ça n'est pas une clause de déplacement professionnel. C'est pas la clause qui va dire vous devez, par exemple, vous déplacer dans telle région, dans tel pays. C'est pas ça. C'est pas non plus une clause de mutation. C'est-à-dire que le salarié ne peut pas s'engager par avance à changer d'employeur au sein d'un même groupe. Ça, très clairement, la jurisprudence sanctionne ce type de clause. C'est une clause qui est nulle et le salarié ne peut pas accepter ce type d'engagement au départ. C'est également important, je pense, de rappeler que cette clause n'est pas nécessaire lorsque la mobilité est envisagée au sein d'une même zone géographique. En fait, le véritable intérêt de la clause de mobilité, c'est de prévoir une mobilité large, c'est-à-dire dans une zone géographique étendue. Si en revanche, dans une petite zone géographique, il n'est pas nécessaire de prévoir une clause de mobilité. Alors maintenant, on comprend mieux ce qu'est une clause de mobilité. Et quelles sont les conditions de validité d'une telle clause ? Alors, les conditions de validité, la première qui est essentielle, c'est que la clause doit être dans un contrat de travail qui doit être signé par le salarié. Si jamais le salarié n'a pas signé son contrat de travail ou si l'employeur n'a pas un exemplaire en papier ou en version électronique signé, à ce moment-là, la clause est inopposable. Donc ça, c'est vraiment la première condition clé. L'autre condition, alors si jamais la clause est prévue non pas par un contrat de travail mais par un accord collectif, à ce moment-là, il faut que l'accord collectif qui prévoit la clause se suffise à lui-même, j'ai envie de dire, qu'il soit suffisamment précis, qui précise notamment la zone géographique, auquel cas, pas besoin de clause du contrat de travail. Ensuite, les conditions qui ont trait à la clause elle-même, elles sont multiples. D'abord, la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire qu'on va regarder en fonction de la fonction du salarié, de ce qu'il fait au quotidien, et est-ce que oui ou non, la mobilité est nécessaire pour, par exemple, l'activité de l'entreprise, pour préserver son activité, pour faire en sorte notamment de s'assurer une flexibilité de la force de travail entre différents sites.
Donc ça va être ça, par exemple. Il faut qu'elle soit également proportionnée au but recherché. Il faut qu'elle soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et surtout, c'est vraiment ça le plus important, il faut que la clause soit précise dans son cadre géographique. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non de validité. Il faut que la clause prévoie son champ d'application. Et il faut notamment que... on peut pas se réfugier derrière une clause avec une formulation extrêmement vague, en disant, par exemple, le salarié pourra être muté sur tous les sites actuels et futurs de l'entreprise. C'est pas possible. Il faut qu'au moment où le salarié signe le contrat, au moment où il s'engage, il doit connaître avec précision l'étendue géographique. Une ville, un périmètre géographique, une région, par exemple, ça peut suffire? Ça peut même s'étendre jusqu'à l'ensemble de la France. La jurisprudence a déjà validé des clauses de mobilité qui s'étendent à l'ensemble du territoire français. Bien sûr, il faut que les fonctions du salarié justifient une telle zone géographique, bien sûr. Et s'agissant des conditions de mise en œuvre d'une telle clause? Alors, les conditions de mise en œuvre, tout d'abord, il y a un délai de réflexion et de prévenance raisonnable à respecter. Raisonnable, c'est Alors, quoi? Justement, la loi est complètement silencieuse sur ce sujet, donc il faut regarder encore une fois au cas par cas, en fonction de la nature du poste, en fonction du salarié. Donc, on sait en revanche que la jurisprudence a sanctionné des délais qui sont très courts. Par exemple, prévenir un salarié 24 heures avant la prise de poste, une semaine avant, ou parfois 3 semaines avant, c'est considéré comme insuffisant. Il faut voir aussi en fonction des circonstances de la vie personnelle du salarié. On a vu par exemple un cas où une salariée qui était mère de 2 jeunes enfants, dont un en garde alternée, et qui avait été prévenue 2 semaines avant la prise de poste, c'était considéré comme insuffisant. Donc il faut vraiment prendre garde à la vie personnelle du salarié et prévoir un délai de prévenance et de réflexion raisonnable. Ce que je disais également, c'est qu'il faut tenir compte des conséquences que la clause de mobilité peut avoir sur la vie personnelle du salarié. Ce que je vous disais, par exemple, c'est notamment la vie familiale. C'est ce type de circonstances. La mère de famille que vous évoquiez. Exactement. Ou aussi un salarié, par exemple, pour lequel le médecin du travail a prévu une interdiction de déplacement au-delà d'une certaine limite, par exemple 20 km. On ne peut pas muter le salarié dans le cas de la clause de mobilité, par exemple à 60 km. Il faut vraiment respecter ce que va dire le médecin du travail. Et enfin, la dernière condition importante dans la mise en œuvre, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'utilisation abusive de la clause. D'accord ? Alors, la jurisprudence considère que la clause de mobilité, elle est utilisée de bonne foi par l'employeur. Donc ensuite, c'est au salarié de venir démontrer qu'il a une mauvaise foi. Exactement. Et la mauvaise foi, ça peut venir par exemple parce que l'employeur utilise en fait la clause pour sanctionner le salarié, d'accord ? Ou pour sanctionner un refus d'acceptation d'une modification du contrat de travail. Donc il va se réfugier derrière la clause de mobilité pour le sanctionner. Non, ça c'est abusif. Ou alors c'est le fait de l'utiliser hâtivement. Alors justement, mettons-nous à la place du salarié. Est-ce qu'il peut refuser la clause de mobilité ? Par principe, non. Le salarié ne peut pas refuser la clause de mobilité. Il y a une exception, bien sûr, qui est très importante, ce sont les salariés protégés. Pour eux, quoi qu'il arrive, il faudra leur accord. Mais normalement, un salarié ne peut pas refuser l'application de la clause de mobilité. Après, il y a quelques circonstances qui peuvent, malgré tout, même si la clause est valable, justifier qu'un salarié vienne refuser la clause de mobilité. Quelles sont ces circonstances ? Par exemple, lorsque la clause de mobilité va entraîner une modification du contrat de travail. Imaginons, c'est le cas notamment ce qu'on a vu en jurisprudence, une directrice de magasin dont la rémunération était en partie assise sur le chiffre d'affaires du magasin. Et lorsque l'employeur a voulu la muter dans un autre magasin qui avait un chiffre d'affaires inférieur, eh bien mathématiquement, la rémunération de la salariée baissait. Donc elle pouvait s'opposer à la mutation parce qu'elle allait perdre en rémunération. Il y a également d'autres circonstances qui peuvent justifier un refus. Par exemple, lorsque la mobilité va entraîner un changement important en termes de temps de travail. Par exemple, le fait de passer d'un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement. Ça, c'est également une circonstance qui va être considérée comme trop importante, trop grave, et qui donc pourra autoriser le salarié à refuser l'application de la clause de mobilité. Pour terminer, est-ce que l'employeur peut licencier un salarié qui refuserait une clause de mobilité ? Tout à fait. Comme le salarié n'a en principe pas le droit de refuser la clause de mobilité, l'employeur peut à ce moment-là licencier le salarié qui refuserait l'application de la clause. C'est un licenciement disciplinaire, c'est-à-dire un licenciement pour faute, puisque c'est une inexécution des obligations contractuelles du salarié. Alors, ce n'est pas un licenciement pour faute grave, par principe, parce que le refus d'une mobilité n'est pas une faute grave. Donc, ça veut dire qu'en théorie, le salarié a le droit à son préavis et l'indemnité de licenciement. Alors, un point important à garder à l'esprit, c'est que l'employeur peut, dans le cadre du préavis,
imposer au salarié d'aller travailler sur le lieu de travail qu'il a refusé. Ce qui n'est pas facile en pratique. Ce qui n'est pas facile. Et ce qui veut dire que si le salarié persiste dans son refus, à ce moment-là, il perd le droit à son préavis et à l'indemnité correspondante. Ensuite, dans certaines circonstances vraiment spécifiques, il peut y avoir une faute grave, notamment si le salarié refuse la clause mobilité de manière répétitive, malgré des mises en demeure, ou s'il n'y a pas de justification légitime à son refus. Voilà. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Vous êtes toujours dans Lexi Inside. On va parler protection des entrepreneurs et de leur famille avec mon invité Olivier Piquet, notaire et porte-parole du notariat du Grand Paris. Olivier, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, comment savoir si une structure professionnelle est séparée de la personne ? C'est une bonne question. Alors en fait, séparation, on ne va pas vraiment parler séparation, on va peut-être plutôt parler protection. En fait, la difficulté, c'est qu'on parle beaucoup d'entrepreneurs individuels, d'entrepreneurs unipersonnels, d'entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. Donc, tout ça, en fait, peut entraîner une confusion parce que globalement, ça veut dire qu'on a un entrepreneur qui est tout seul. Et donc, il peut penser qu'il expose tout son patrimoine, que ce soit ses biens personnels et ses biens professionnels, au risque d'un créancier. C'est pas tout à fait le cas. Donc, la séparation, on va dire qu'il y a eu un avant 2022, un après 2022. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, on a eu une loi de la Saint-Valentin des entrepreneurs. Pourquoi je dis ça ? Puisque cette loi, elle est du 14 février 2022. Et donc, elle est entrée en vigueur au 15 mai 2022. Avant cette date, pour faire simple, les entrepreneurs individuels, il y avait une confusion des patrimoines personnels et professionnels. Donc, les deux étaient exposés en cas de difficulté. Et depuis cette date, donc, automatiquement, c'est une théorie juridique qui choque un petit peu les puristes du droit, mais on a deux patrimoines. Un patrimoine professionnel, tout ce qui est affecté à son activité professionnelle, et un patrimoine personnel qui est défini par opposition, ce qui ne sert pas à l'activité professionnelle. Donc comment on voit si on est séparé ou pas ? En fait, si on a une société, c'est tout simple. On a un vêtement, c'est la société qui a un patrimoine. Et maintenant, depuis le 15 mai 2022, même si on est entrepreneur sans être en société, ce qui sert au travail pour simplifier est dans un patrimoine professionnel, ce qui ne sert pas au travail est dans un patrimoine personnel. Alors, comment faire pour séparer son patrimoine professionnel de son patrimoine personnel ? Alors, la première solution et la plus évidente, c'est de créer une société, justement, pour encore une fois avoir un patrimoine complètement distinct, sans possibilité de confusion, normalement. Avec là, en matière de société, il y a beaucoup de formes possibles, des sociétés commerciales type SARL. Alors, SARL, s'il y a plusieurs associés, si on est tout seul, ça va être le URL. Et sinon, on peut avoir aussi des sociétés civiles, des sociétés en nom collectif, par exemple, des sociétés en commandite. C'est possible, mais là, c'est plus dangereux puisqu'on a dans ce type de société une responsabilité indéfinie. Ça veut dire qu'on peut être responsable sur son patrimoine personnel. Donc bien choisir la forme de sa société forme sociale avant de se lancer. La forme sociale est vraiment essentielle par rapport à ça. Et puis après, quand on n'a pas choisi de faire une forme sociale, parce qu'on a quand même une société aujourd'hui sur deux qui se crée en France, qui est créée sur le modèle de l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire en fait un micro-entrepreneur qui a un chiffre d'affaires selon son activité inférieure à 188 000 si c'est de la vente de biens ou à 70 000 de mémoire si c'est des services. Donc si on est sur un auto-entrepreneur, la question c'est effectivement de ne pas mélanger les genres. Je vous disais, il y a un patrimoine professionnel, un patrimoine personnel. C'est sûr que si on n'a qu'un seul compte bancaire où on fait circuler dessus et son argent personnel et son argent professionnel, on va avoir une confusion des genres, on pourra avoir une confusion des patrimoines. Et pour se protéger davantage, comment faire pour séparer son patrimoine de celui de son conjoint ? Alors ça passe, ça peut surprendre, mais là on va plus être sur les règles sociales, même si elles peuvent avoir une incidence, ça va être surtout les règles du régime matrimonial en fait. Il faut faire un contrat de mariage, j'allais dire, le notaire va toujours conseiller un contrat de mariage à ses clients, parce que si on n'en fait pas, on est marié en France sous le régime qu'on appelle de la communauté. D'accord ? Donc sous la communauté, tous les biens qui sont acquis ou créés, une entreprise créée après le mariage, fait partie de la communauté.
Et on a un risque, par exemple, au moment du décès, on peut ne pas y penser en se disant bah, tiens, c'est moi qui exerce, c'est pas mon conjoint. Sauf que comme ça fait partie de la communauté, même si c'est le conjoint qui décède, bah, dans la succession, l'entreprise va faire partie de la succession et peut-être que celui qui exerce va devoir racheter la part aux autres héritiers. Donc même si a priori on peut se dire on est protégé, non. Il faut faire un contrat de séparation de biens. Là, les choses sont claires. Chacun a son patrimoine et chacun est responsable de ses dettes personnelles et uniquement de celles-là. Vous avez évoqué le décès. Comment faire en cas justement d'incapacité ou de décès? Alors, incapacité ou décès, on va avoir en fait on peut avoir deux protections, deux protections juridiques, et puis on peut aussi avoir des protections de type économique. Pour ce qui est des protections juridiques, ça va passer par les règles de ce qu'on appelle les mandats, en fait, des sortes de procurations. Donc on va avoir notamment le mandat de protection future. Là, c'est effectivement plutôt pour l'incapacité, ou le mandat effet posthume, qui est plutôt pour le cas de décès. Donc le mandat de protection future, on indique que si on devient incapable, qu'on n'a plus la capacité de gérer son entreprise, on donne pouvoir à quelqu'un d'exercer les pouvoirs qu'on avait nous-mêmes. Donc si en entreprise individuelle, il exerce les pouvoirs normalement. Par contre, attention, si on est en société, il exerce les pouvoirs d'un associé. Ça ne veut pas dire qu'il décide lui-même effectivement de ce qui se passe. Si on veut donner pouvoir de gérer ce qui se passe complètement, il faut nommer un dirigeant, on va dire, substitutif quelque part. Donc ça, c'est pour le mandat de protection future. Le mandat effet posthume, c'est le même principe, mais c'est en cas de décès. On prévoit effectivement que si on décède, on a un mandat qui est confié à quelqu'un pour gérer l'entreprise pendant 2 ans, sachant que le juge peut renouveler ce mandat pour une durée également de 2 ans. Et qu'en est-il de la transmission à sa famille de son entreprise, justement? Alors, je reviens juste en arrière, parce que j'avais fait les protections juridiques. Les protections financières, très rapidement, il y a 2 types d'assurance en fait, qu'on peut avoir en cas d'incapacité ou en cas de décès. C'est l'assurance, alors sans vouloir faire du genrage, on va dire, si je peux me permettre l'expression, l'assurance homme-clé, puisque c'est l'appellation par les assurances. Donc là, c'est une assurance qui est souscrite par l'entreprise, pour l'entreprise, qui dit que si telle personne est essentielle à l'entreprise, en cas de son incapacité ou de son décès, l'entreprise perçoit soit une somme forfaitaire, un capital, soit effectivement des dettes sont prises en charge pendant un certain temps. L'inconvénient, c'est que la charge de l'assurance est payée par l'entreprise, et du coup, si le capital est versé, il fait aussi partie du résultat fiscal de l'entreprise, finalement. Donc, on peut être imposé dessus. Une autre garantie économique, c'est la garantie croisée d'associés. On appelle ça la garantie croisée d'associés. C'est quoi? Là, c'est une assurance personnelle, en fait. C'est entre associés. On fait en sorte de placer un contrat d'assurance vie pour dire que, tiens, s'il arrive quelque chose à l'un d'entre nous, on aura le capital pour permettre de racheter les parts de celui qui est soit en incapacité, soit qui est décédé. Donc là, ça ne fait pas partie de l'entreprise, puisque, comme vous l'avez compris, ce sont des garanties personnelles. Et du coup, si on les touche, il n'y a pas d'imposition au niveau de la société. Et pour terminer, donc, que se passe-t-il en cas de décès et en matière de transmission de l'entreprise à sa famille? Alors, transmission, on va redistinguer à nouveau l'entrepreneur individuel et la société. L'entrepreneur individuel, cette fameuse loi, la Saint-Valentin de l'entrepreneur, a créé, avec la distinction des patrimoines, la possibilité de faire ce qu'on appelle un transfert universel de patrimoine professionnel, une TUP avec 2 P. Alors ça ne peut être fait que du vivant. On peut le faire que par donation, puisqu'en fait, le décès engendre la fin de la séparation des patrimoines. Les 2 patrimoines sont réunis, donc on ne peut plus faire ça. Du vivant, on peut tout à fait le faire, et effectivement, il faut transmettre la totalité effectivement, du patrimoine professionnel. Ça, c'est pour l'entrepreneur individuel. Pour la société, on peut transmettre les parts de la société qu'on détient. Et puis, on a d'ailleurs un dispositif qui est particulièrement efficace d'un point de vue fiscal, qui est le dispositif dit Dutreil, où on a une exonération de 75% de la valeur de l'entreprise qu'on transmet. C'est-à-dire que pour une part d'une entreprise d'une valeur de 1 million, on ne va être taxé que sur 250 000 euros. Alors, bien entendu, comme vous le voyez, l'exonération est importante. On a eu la période du quoi qu'il en coûte. Maintenant, il y a la période de où qui sont les sous, si vous me permettez. Donc, puisqu'il faut chercher un peu l'argent, ce dispositif est très encadré. Parce qu'encore une fois, l'économie est très importante. Donc, il y a plusieurs périodes qui succèdent. On a une période, en fait, d'engagement individuel de conservation des parts de l'entreprise pendant 2 ans.
À la suite de ça, on a un engagement collectif de conservation des parts, puisqu'encore une fois, l'objectif, c'est de donner. Donc forcément, l'entrepreneur a donné des parts à un de ses enfants ou à plusieurs de ses enfants. Donc c'est tous ensemble qu'ils s'engagent à conserver les parts. Et puis ensuite, pour assurer aussi la continuité de l'entreprise, il y a une exigence que l'un des héritiers ou donataires exerce des fonctions de direction dans l'entreprise pendant 3 ans. On va conclure là-dessus. Merci pour votre éclairage. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous prochainement sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.